Alors, deuxième tentative, j'espère que ça va fonctionner, parce que je ne suis pas chez moi actuellement et j'ai des problèmes de connexion, donc j'espère que ça va bien se passer. Sinon, il faudra qu'on refasse un autre live. C'est bien dommage, mais bon, voilà. Coucou Thérèse Marie, donc voilà, j'espère que tout le monde va pouvoir se reconnecter. Désolée Alexandra, franchement, c'est dommage. Alors, j'attends que ça arrive. Je vais voir ce que ça va faire. C'est un peu complexe. Alexandra, du coup, tu as dû parler toute seule dans le vide. Et j'espère, je croise les doigts, que ça va fonctionner parce que je ne suis pas chez moi et je suis dans un endroit improbable au niveau de la connexion. Normalement, ça devrait, mais écoute, si ça coupe, on refera un live ensemble bientôt. Oui, pas de problème. Donc, je disais que je suis Alexandra Jugan et ancienne sage-femme. J'ai accompagné les naissances à domicile pendant 5 ans en étant libérale. Et puis, j'ai décidé de quitter l'ordre des sages-femmes il y a 1 an et demi pour être dans une activité de thérapeute psychocorporelle et je continue d'accompagner les femmes dans la globalité, à la fois les femmes durant la grossesse, en postpartum, mais aussi les femmes au cours de leur vie intime, que ce soit dans la gynécologie holistique ou bien pour se reconnecter à leur périnée ou remettre de la douceur dans l'intime là où il y a eu des traumas. Et aussi dans des activités de groupe, des cercles de femmes, des retraites féminines avec une approche tantrique aussi, des soins riboso. Voilà, c'est assez large. Ouais, c'est assez large, mais voilà, ça parle de féminité, donc forcément, ça touche plein de sujets finalement. Et donc, au départ, tu m'avais dit on peut parler du périnée et de la sexualité et de l'enfantement. Et du coup, je disais dans l'autre partie de live qui a été coupée, mais que c'était, voilà, j'avais aussi envie de laisser du sacré, du mystère autour de ce titre. Déjà pour pas attirer des fois des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'être là. Et puis aussi, et remettre aussi voilà, du globe tellement ça recommence en fait. Ah non, c'est ok, apparemment tu es là. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important aussi que tu prennes la parole, parce que tu es effectivement très légitime pour parler de cette partie du corps qui a multiples fonctions. Et donc voilà, je te laisse la parole par rapport à ce que tu avais envie aussi de partager par rapport à cette thématique. Mm. En fait, moi, je voulais vraiment partager ce qui me passionne. C'est autour du bassin, le périnée, et puis bah, pas que le périnée, parce que finalement, il s'intègre dans l'ensemble du corps et est souvent oublié. Dans cette image-là, on le voit vraiment dans la rééducation du périnée, on le découvre souvent après la naissance, alors qu'en fait, il est impliqué dans notre vie de tous les jours, dès qu'on va aux toilettes, dès qu'on tousse, lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on marche. Voilà, donc je voulais le réhabiliter un peu aussi. Et on parle de notre périnée souvent aussi en se disant que c'est un muscle ou un ensemble de muscles. Et en fait, ce n'est pas que ça. Il y a 20% de muscles et plutôt 80% de fascia. Ah Donc oui, les fascias, c'est voilà, des enveloppes des muscles, des ligaments, des organes et qui enregistrent pas mal d'informations, qui cristallisent les émotions. oui. Donc, rien que comme ça, on peut imaginer tout ce qu'on peut mémoriser dans notre intime, tous les touchés vaginaux qu'il y a pu y avoir au niveau médical ou dans les accouchements, toutes les fois où il y a eu un toucher souhaité ou non à cet endroit-là a pu être mémorisé, et puis aussi le transgénérationnel. Complètement. Et bah, les fleurs de bac, justement, sont un super outil pour aller libérer les émotions là. Et j'ai découvert aussi que les fleurs de bac pouvaient s'utiliser d'ailleurs sur En la local. peau et aussi au niveau... Ouais, complètement. voilà. En fait, si tu veux, pour raconter un peu l'histoire des fleurs de bac par rapport à ça, il y a la co-directrice, enfin la directrice du centre bac, qui est le FIEF. Moi, je me suis formée au centre bac et je suis formatrice pour le centre bac en Angleterre. Donc, je fais les 3 niveaux de stage et je suis donc conseillère agréée fleurs de bac. C'est-à-dire que je fais des entretiens, mais aussi j'enseigne. Donc, j'ai une double casquette, entre guillemets. Et la directrice du centre bac, Judy Howard, elle est sage-femme par Mmh.
Et donc, elle a donné, elle avait écrit un bouquin sur les fleurs de bac et la féminité, et elle avait aussi donné des tips, tu vois, par rapport à ça. Et il y a beaucoup de sages-femmes qui utilisent, et notamment, bah, voilà, Elisa Boileau, avec laquelle je collabore, qui est ostéopathe aussi, les fleurs de bac, et notamment la crème Rescue, tu vois, en local, pour la rééducation périnéale. Et donc, évidemment, pas que, parce que comme tu parles des fascias et de toute cette zone qui est extrêmement fragilisés par des attouchements justement qui ne sont pas forcément opportuns ou qui sont déplacés ou qui sont maltraitants. Du coup, émotionnellement, oui, évidemment, il y a une part. De toute façon, la vie pour moi est place. Et puis, je suis aussi, tu vois, je suis, comment dire, sophranalyse, c'est la thérapie de la vie intra-utérine et des empreintes de naissance. Et donc, quand on revoit effectivement sur la généalogie la place dans la fratrie, tous les avortements, les fausses couches, tout ce qui a pu se produire aussi, ça a forcément une incidence aussi sur notre intime. Quand on retrace toutes nos croyances aussi par rapport à ce qui a été aussi soit répété ou soit engrammé aussi dans notre chair. Parce que l'utérus, évidemment, c'est le berceau de toutes ces générations qui se perpétuent et qui font du relais. Donc forcément, tout ça, c'est intimement lié, c'est clair. Puis en sachant que lorsqu'une femme est enceinte d'une fille, pardon, dans les ovaires de ce bébé fille, il y a déjà le stock d'ovules. Donc en fait, les mémoires peuvent déjà se transmettre de la génération de la grand-mère en passant par la femme et la fille et potentiellement ses futurs enfants, quoi. Exactement. Et ça, c'est ce que j'ai appris, moi, il y a 20 ans avec le docteur Claude Imbert, quand j'ai fait cette formation. Et ça met du sens, tu vois, quand tu es en séance et que la personne a des informations de mémoire, justement, généalogiques. Pour ne pas dire génial et logique, ça permet aussi justement de reprendre du sens et de remettre aussi de la légitimité à nos croyances parce que, évidemment, c'est pas toujours pour se poser comme une posture de victime aussi, parce que c'est redonner le sens de la place de la souffrance à chacun de ces générations-là, de tous ces deuils aussi à faire sur tous ces âmes qui sont venues visiter, repartir. Et donc, du coup, c'est vraiment de la bienveillance, hein, et c'est un regard, encore une fois, pas de posture de victimisation sur sa légitimité à enfanter ou à avoir des enfants ou à être une femme ou à être un homme. Mais là, c'est pour le coup être dans un état de conscience qui est avec un recul qui est beaucoup plus élargi que son propre problème, entre guillemets, quoi. Ça englobe tellement de monde que forcément, c'est important de remettre de la place et de la clarté dans tout ça. Alors, tu as parlé des fleurs de bac, du coup, sur les traumas, on est vraiment sur Star of Bethlehem. Hein. Ouais. Trop bien. Et je trouve ça assez intéressant de pouvoir mettre de la conscience sur cette zone du périnée, du bassin, et donc du coup sur sa sexualité, sur son vécu avec son rapport à son propre corps, les croyances qui sont en lien avec le corps, avec la féminité, avec le masculin aussi, avec voilà, tout l'intime, tout le côté aussi assez sauvage, archaïque, très animal en fait, de la sexualité qui peut être vue comme sale ou comme tabou. Et la même chose de l'accouchement, c'est qu'à un moment, on est animal et qui est aussi tabou. Voilà, et c'est pas l'hôpital, c'est caché. On peut aussi donner naissance dans plein d'autres lieux. Et ça peut être parce qu'il y a des fuites urinaires, des descentes d'organes, des inconforts, du vaginisme, dans des contractions involontaires au niveau du vagin, ou voilà, des douleurs, une sécheresse, des inconforts comme ça qui vont nous permettre d'aller mettre de la conscience sur ce périnée et se dire ok, il y a des rééducations du périnée qui existent, il y a des thérapies, il y a le lien transgénérationnel, il y a l'émotionnel, tout ça. Et puis ça peut être simplement au cours de l'accouchement parce que peut-être la sage-femme, la doula en parle et on va les creuser, ou des fois juste parce qu'on parle de la rééducation après l'accouchement, alors que finalement en France c'est le pays où on rembourse la rééducation du périnée. Et on en parle beaucoup, et dans la plupart des autres pays voisins, on n'en parle pas, c'est pas remboursé par la Sécu, donc c'est pas considéré comme quelque chose vraiment indispensable. Et c'est un peu
entre les deux, donc c'est vraiment important de mettre de la conscience sur son périnée. Et puis si on l'a peut-être dès l'enfance, parce qu'on a été éduqué là-dessus, il n'y a pas besoin de faire de rééducation derrière. C'est même pas une rééducation, c'est une éducation, une conscientisation que ça donne. Je suis d'accord, c'est très juste de reprendre ce terme. Enfin voilà, on connaît aussi notre façon de concevoir aussi les mots que l'on emploie. C'est vraiment nécessaire et important d'y remettre de la lumière et de la conscience aussi. Il n'y a pas besoin des fois de rééduquer, mais des fois juste de prendre conscience qu'on a un périnée, c'est déjà une forme de rééducation. Et de l'éducation autour du périnée, je trouve ça très joli et très juste parce que voilà, je parlais des hommes parce que je suis maman aussi de 2 garçons et d'une femme, hein, et donc du coup ces garçons-là aussi sont en contact avec les femmes quoi qu'il advienne, donc c'est aussi important à mon sens que ces hommes aussi entendent ce type de discours. Voilà, ça peut être évidemment très éveillant de comprendre qu'on est ensemble et que du coup on peut aussi travailler ensemble, d'autant plus que les hommes aussi ont un périnée. Donc, ça n'est pas anodin. C'est ça. Donc, ce que je voulais dire, justement, c'est que voilà, on peut le contacter quand il y a des problèmes ou parce qu'on est confronté à aller se pencher un peu sur cette question-là du périnée dans un accouchement, par exemple. Mais ça peut simplement être dans le rapport à l'intime et pour développer plus de sensations, plus de mouvements, de libération, de sensations vraiment dans le périnée. Du coup, c'est la zone du clitoris, le méa urinaire, l'entrée du vagin, la zone de l'anus, tout ça est vraiment impliqué. Et plus le périnée est mobile, souple, conscient, plus il va bien fonctionner aussi. Et plus la mobilité du bassin va être facile. Et inversement, plus la mobilité du bassin est là, plus le périnée aussi est mobile. Plus la colonne vertébrale est mobile, le ventre, enfin, il y a vraiment tout qui est relié. Et en tantra, qui est un art, une philosophie de vie qui vient d'Inde à la base, un peu comme le yoga. Là, c'est une voie spirituelle qui met l'accent sur le développement des sens, de la connaissance de soi, et on passe d'abord par le corps. Et donc, c'est plus dans l'ancrage, sentir son bassin, sentir son périnée, puis éveiller cette énergie de vie, la Kundalini qui est dans le bassin, puis la laisser circuler le long des chakras, le long de la colonne. Donc, après, il y a des exercices de respiration, de conscience, de libération émotionnelle, bref. Bon, en tout cas, dans le Tantra ou dans le Tao, qui est la même chose en Chine, on parle beaucoup du périnée, autant homme que femme, pour éveiller cette énergie sexuelle et pour aller vers plus de libération et oser être soi-même dans sa vie, oser jouir pleinement sa vie, voilà, de tout ce qu'il y a sur Terre ici. Et assumer aussi cette puissance infinie qu'on a en fait à l'intérieur de notre corps, parce que cette zone, elle est tellement porteuse de création, de créativité, de feu. Enfin, c'est exceptionnel quand même d'avoir cette conscience-là. Et donc, quand on est dans sa toute puissance, et c'est pas une question d'ego et de volonté et de marcher sur les autres, c'est juste incarner sa propre puissance finalement. C'est ça. Et justement, dans les processus, parce que je suis formée au Tantra, et dans les accompagnements, que ce soit individuels ou dans les retraites, ou dans les ateliers, et ce par quoi je suis passée aussi, c'est ok, bon bah là, je sens pas grand-chose, je suis en colère contre mon corps parce que ça fonctionne pas comme je veux. Et puis quand enfin je lâche, et ben il y a là toute cette énergie qui monte, et du coup j'ai peur de cette puissance. Et donc j'ai peur de ma souveraineté derrière, parce que du coup j'ai le pouvoir de faire vraiment ce que je veux, d'incarner qui je suis, de mettre en place mes rêves, mes projets, et c'est une sacrée responsabilité en fait. Et ouais, parce que du coup, on reconnecte à la quintessence de notre âme et notre voix sur Terre, en fait. C'est vraiment, c'est la voix royale de cette connaissance et cette puissance. Et oui. Et moi, c'est vraiment ce qui me passionne, cette zone du bassin, pas pour rien que j'étais sage-femme à la base. Et en fait, pour aller être encore plus dans l'ancrage, moi qui suis assez mentale, j'ai besoin beaucoup de comprendre, d'analyser. Ben, en fait, là, les pratiques corporelles, que ce soit ce que j'ai appris en gynécologie holistique ou au niveau du périnée, notamment l'eutonie, la fasciathérapie, vraiment de prendre conscience du corps, de ralentir, et du coup des mouvements qui vont libérer
la respiration, qui vont libérer le périnée, le diaphragme. Tous ces exercices-là me permettent d'être dans l'instant présent, de vraiment être présente à mon corps et donc à mes sensations. Et donc du coup, à laisser circuler l'énergie et pourquoi pas la Kundalini. Et cette énergie de vie, cette énergie sexuelle, on pourrait se dire que voilà, on a un orgasme quand on est à deux par des stimulations. Et en fait, là, simplement en respirant, en visualisant l'énergie, elle peut vraiment monter, circuler, donner des sensations orgasmiques, agréables, sans que ce soit focalisé sur un côté sexuel ou de plaisir vraiment. Mais c'est juste se nourrir. On peut même diriger l'énergie là où c'est bloqué. Donc, on peut guérir d'une angine aussi en dirigeant l'énergie comme ça. Et j'aime bien cette idée que ça part de soi. C'est vraiment être dans l'instant présent, revenir à soi, à ses sensations, quelle émotion nous traverse, un peu en auto-analyse, quoi. Oui. Voilà. Et voilà, je suis passionnée. Et mon chat. Ouais, mais c'est passionnant parce que quand on a conscience. Alors, je sais pas comment c'est venu, comment tu as fait, je dirais la bascule, je sais pas si le mot est juste, tu me reprends hein, si ça convient pas, sur ton rôle de sage-femme, de décider de cesser d'adhérer à l'ordre et de se dire bon ok maintenant. Comment tu en es venue à se dire ok, est-ce que c'est le fait de faire tous ces accouchements à domicile, est-ce que c'est ta propre histoire aussi? J'imagine que c'est un mix de plusieurs choses, c'est toujours multifactoriel. En fait, on fait jamais, je l'ai déjà dit dans des lives, mais on fait jamais son métier entre guillemets au hasard. On choisit évidemment des métiers qu'on va co-créer avec notre histoire personnelle et c'est ça qui est magique. Et c'est là où on est le plus congruent et le plus porteur à mon sens, parce que justement ça passe par notre vécu évidemment, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu comment tu as décidé de passer dans cet espace-là et de changer de vie en fait. En fait, j'ai l'impression que la vie me pousse toujours à aller un petit peu plus loin vers qui je suis vraiment, tant la moi thérapeute que la moi femme. Et donc déjà, durant mes études de sage-femme, en rentrant dedans, j'avais une image de la naissance voilà, très naturelle, simple. Voilà, la femme est dans la position qu'elle veut, dans la pénombre, son amoureux, amoureuse à côté. Et puis voilà, juste on respecte ce qui se passe. Et puis quand bébé naît, c'est un moment sacré qui est là et juste waouh, le temps s'arrête. Mais quand j'ai découvert les naissances à l'hôpital durant mes stages, j'ai halluciné parce que c'était pas du tout ce que j'imaginais. Donc je pleurais dans les couloirs pour la première naissance que j'ai vue en me disant que je me suis trompée, j'ai fait la première année de médecine et ce concours pour rien. Et puis finalement j'ai réussi à aller au-delà et puis à tenir bon durant mes études en me disant que ça pouvait vraiment être autrement. Et j'ai eu la chance de rencontrer des sages-femmes qui accompagnaient les naissances à domicile et des femmes qui avaient donné naissance à domicile et qui re-questionnaient en fait le système de santé au niveau de la naissance, mais c'est aussi de manière plus large, qui re-questionnait la façon dont est faite l'éducation pour les enfants, qui re-questionnait notre façon d'être gouverné. Enfin là, ça peut aller très loin. Notre façon de penser, comment on est formaté par nos parents, par la société. Voilà. Du coup, en fait, durant mes études, je me suis ouverte à tout ça. J'ai fait ma formation de prof de yoga. Je me suis formée en autonie, donc cette pratique corporelle autour du périnée, qui n'est pas réservée au périnée, mais moi je l'ai appris à la base avec une sage-femme, donc pour le côté périnée. Et puis préparation à la naissance. Et en fait, je me suis directement mise en libéral dès mon diplôme. Et j'étais déjà atypique là-dessus parce que à 23 ans, s'installer en libéral en disant je vais faire des naissances à domicile, c'était déjà pas normal. Et puis, la vie m'a poussée à aller de plus en plus loin, à être seule aux naissances et plus à deux, et d'être très confiante. Et puis je savais que j'allais un jour quitter l'ordre pour aller un peu plus loin encore et parce que je me sentais limitée aussi par cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que au lieu de dire c'est génial, il y a des couples qui veulent accoucher chez eux, il y a des sages-femmes pour les accompagner, au moins ils sont pas tout seuls. Pour ceux qui souhaitent avoir une sage-femme, parce qu'on peut très bien accoucher chez soi sans personne aussi. Et voilà, maintenant les sages-femmes sont plutôt chassées pour ça, comme si parce qu'elles proposent d'être présentes aux naissances, ça crée de la demande des couples, alors que c'est parce qu'il y a de la demande des couples que aussi il y a des sages-femmes pour accompagner, et c'est pas parce qu'on supprime les sages-femmes
qu'il n'y aura plus de naissance à domicile. Donc, c'est une chasse qui se crée comme ça, on pourrait se dire du temps de l'Inquisition déjà, et de la chasse aux sorcières et tout ça. Même si je veux pas nourrir cet égrégore-là et vraiment m'en détacher, mais en tout cas, c'est pas très soutenu en France, alors que dans d'autres pays, ça l'est plus. C'est beaucoup plus inclus dans le système de santé, même si c'est pas rose non plus dans les pays voisins. Hein. Après, on va pas diaboliser non plus ce qui est, mais voilà, et ce qui est important, c'est de faire avec, en fait. Hein. Il n'y a pas l'un contre l'autre, parce que c'est aussi, ça peut être aussi stigmatisant pour les femmes qui ont accouché dans l'hôpital, et il y a de très belles choses aussi à l'hôpital. Mais par contre, je pense que les deux peuvent être tout à fait de faire avec et d'arrêter de se faire la guerre, ce serait quand même pas mal. C'est ça, en fait, moi, dans mon discours, même si, bien sûr, je suis plus spécialiste de la physiologie ou de l'accouchement à domicile. On va dire, hein, on va dire les naissances inclusives. Non, mais bon, voilà. Ce qui m'importe, moi, c'est que les femmes, les couples puissent vraiment choisir la naissance qu'ils veulent et être acteurs. Et donc, même si le projet se passe pas comme prévu et que ça finit en césarienne, et ben voilà, qu'on puisse être acteur là et qu'après l'allaitement, le biberon se mette en place facilement, qu'on puisse poser nos choix. Et puis, pour des femmes qui veulent donner naissance en maternité, qu'elles puissent être vraiment préparées, parce que c'est un challenge supérieur dans un environnement extérieur qu'on connaît pas, de se mettre dans les conditions pour lâcher prise et laisser le processus se faire. Donc moi, c'est vraiment comment je peux être souveraine, comment je peux être actrice de la naissance. Voilà. Même si je parle beaucoup d'accouchement à domicile, c'est vraiment la souveraineté qui est le plus important pour moi et que les femmes puissent être autonomes, quoi. Et du coup, tu vois, Alexandra, moi, j'y ai toujours dit, parce que j'ai accouché avec la même sage-femme, je ne sais pas si tu as entendu parler de Paloma Chaumette, voilà, une sage-femme à Paris, qui était vraiment une grande prêtresse de la sagesse, de la féminité, déjà dans les années, tu vois, 80, 90. Et tu parles d'être souveraine de son accouchement alors on parle d'accouchement à domicile, hein, AAD. J'ai toujours dit, Paloma, tu me demandes d'accoucher dans le métro, c'est là mon domicile, c'est toi en fait. En fait, j'ai vraiment, j'en ai parlé avec une sage-femme la semaine dernière qui est du côté de chez moi, et je lui disais, c'est ça la sécurité, c'est pas l'environnement. L'environnement, c'est à nous de le créer aussi avec la confiance avec laquelle on va pouvoir être en relation à l'autre. Et cet accouchement le domicile, il est partout dans le monde. Hein, quel que soit Et oui, parce qu'on peut être en insécurité à l'hôpital, mais on peut être en insécurité chez soi. Et le but, c'est d'être en sécurité, quoi qu'il advienne, et quel que soit le lieu que l'on a choisi et dans lequel on est voué aussi. Parce que les femmes qui accouchent d'un seul coup dans les bus, dans les avions, dans les voitures, on fait quoi de ça? On fait rien? Si, justement. Et là, on a tout le potentiel de ton travail qui est déjà présent, finalement. Parce qu'il n'y a pas tout le système qui va autour ce jour-là. On fait avec. Et la sécurité, elle est vraiment en soi, en fait. Il y a aussi, on peut se dire, dans l'environnement, quel lieu on choisit. Je me sens en sécurité dans cette maternité, dans ce plateau technique, la maison de naissance, à la maison. Je me sens en sécurité avec telle personne, avec le compagnon, la compagne, avec telle sage-femme. Mais c'est aussi avant tout avec soi. Comment moi, je me sens confiante avec mon corps, confiante dans mon bébé qui se donne naissance et confiante dans la vie aussi, puisque c'est quelque chose... Là, c'est un des moments dans la vie qu'on ne contrôle pas et on peut juste se dire qu'il y a une puissance supérieure, peu importe les mots qu'on met, qui œuvre et on a juste à se laisser traverser par la puissance de la naissance et il n'y a rien à faire, quoi. Plus on lutte, plus on résiste, plus c'est mal. Tu parlais du mental tout à l'heure, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on a beau se préparer à plein de choses. L'accouchement, c'est un moment où on déconnecte vraiment avec le mental, le cerveau, avec la volonté, avec le désir, avec la perfection, avec les attentes, avec rien en fait. Et c'est le corps qui fait le job. C'est ça. Et pour l'accouchement, pour la sexualité, c'est pareil au final. Dans l'intimité, ça demande de lâcher le mental et puis d'être présent à son corps, à ses sensations, simplement. C'est pour ça que ces pratiques-là corporelles, je trouve elles me sont en tout cas hyper importantes dans le quotidien. Et j'ai vraiment envie de continuer de transmettre ça aux femmes, mais pas que durant la grossesse, parce que voilà, ça s'applique aussi dans les autres domaines de la vie. Et oui, du coup, on n'a pas terminé ton parcours parce que tu étais dans ce couloir et du coup, tu as dit, OK, maintenant, ça suffit, je me mets en libéral. C'est ça.
Et ensuite, voilà, en libéral, je voyais aussi les limites. Alors, il y a un côté très cool, c'est qu'en France, on peut prescrire, on peut faire le suivi gynécologique de prévention, on peut faire des frottis, on peut prescrire des antibiotiques en cas de cystite, on peut voilà accompagner toute la grossesse, prescrire les échographies, etc., etc. Mais bah, en fait, moi, ça représentait peut-être 10% de mon activité, le côté médical, et puis moi, sur mon heure de consultation, voire 2 heures, j'avais essentiellement l'accompagnement émotionnel et corporel. C'est ça. Puis je me suis dit, bah, en fait, je me suis questionnée à l'intérieur et ça m'a dit un grand oui quand j'ai voulu suivre ça. Et je pensais quitter l'ordre des sages-femmes plus tard. Je m'étais raconté une petite histoire, voilà, quand je serai enceinte, blablabla, ce sera l'occasion de s'arrêter. Puis en fait, non, la situation sociétale m'a permis de faire l'élan en fait. Donc, merci à ce chaos qu'il y a eu pour créer de nouvelles opportunités. Et je suis vraiment satisfaite de mon choix. Tout ça me pousse un peu plus à incarner mes valeurs, donc de souveraineté, et de créer vraiment mon métier de rêve, ce que je veux faire, quel est mon nouveau cadre. Voilà. Ouais. Et donc, tu y es là. T'es dans le... Voilà. Ouais. C'est important. Voilà. C'est important de remettre enfin, je suis contente de t'entendre dire que voilà, tes consultations, c'était 90% d'émotionnel, parce que moi, c'est ce que je découvre. Alors, je ne suis pas sage-femme, évidemment, et j'ai quand même beaucoup de futurs parents ou des parents déjà, alors, ça peut être aussi d'ordre sexuel, hein. Et quand c'est mécanique, entre guillemets, ben non, c'est pas mécanique, c'est que de l'émotionnel, en fait. Et donc, cette part de soi, elle est vraiment à prendre en considération parce que tout vient de là. Tout vient de notre histoire et tout vient de nos croyances. Et donc, à partir de ce moment-là, quand on est au clair avec tout ça, il y a beaucoup de choses qui se débloquent naturellement. Ouais, et du coup, autant dans toute notre histoire de femme, dans la féminité, dans la gynéco, les accouchements, l'intimité, pour moi, enfin voilà, un des chemins possibles en tout cas, c'est d'aller voir quelles sont nos croyances, comme tu disais, les croyances limitantes, quelles sont les peurs qui sont reliées à ça, et puis de déconstruire et de détricoter. Et moi, j'ai l'impression que mon métier, c'est de déconditionner en fait. Et de proposer un nouveau conditionnement positif que, par exemple, la naissance peut être agréable, peut être pleine de puissance, peut être même voire orgasmique ou en tout cas transcendante, que la sexualité peut être un moment aussi agréable et pas juste se forcer au devoir conjugal entre guillemets ou synonyme de douleur ou de de trauma. Il y a vraiment d'autres options. Et donc, toujours de ramener au corps. Du coup, c'est bien parce que c'est hyper complémentaire d'autres thérapies. Par exemple, je peux voir pas mal de femmes qui ont vécu des traumas et qui ont déjà étudié au niveau psychologique ça. Toute l'histoire ont compris, ont pu pardonner, ont pu traverser des émotions. Mais en fait, le corps, lui, il n'a pas eu encore l'info. Tout ça, c'était mental et ça s'est pas intégré. Et donc là, moi, je suis là pour ramener la femme dans son bassin et puis aller surtout sécuriser, ramener du contenant et vraiment de la sécurité et du tout doux au système nerveux. Pour dire, ok, donc ça c'est passé et aujourd'hui tout va bien, aujourd'hui tu es en sécurité, aujourd'hui tu as le droit de jouir, aujourd'hui tu as le droit d'être pleinement toi, tu as le droit de sentir à nouveau, tu as le droit de réhabiter pleinement l'Éden de ton bassin, d'habiter pleinement ton territoire de femme, là ton Graal qui est là, et de te reconnecter à ton utérus, à toute cette puissance, puis à le connecter au cœur. Là où où je vois beaucoup de femmes qui sont hyper connectées à leur cœur, dans la mère qui donne énormément, dans une sorte d'hémorragie du cœur aussi, et qui n'a pas de limite. En fait, là, c'est retrouver les sensations du corps, du bassin, aussi au niveau des os. C'est quelque chose d'assez yang, de structurel, et de sentir ses limites, quelle place je prends, quelle distance je mets par rapport à l'autre, et à quel moment je sais dire stop, je sais dire non. Et ça se retrouve dans plein de choses, autant pour éviter que ça aille trop loin dans une sexualité qui n'est pas consentie, autant pour un toucher vaginal par un médecin, une sage-femme qui n'est pas OK, autant que un déclenchement d'accouchement alors qu'on n'est pas d'accord. Enfin, voilà. Et en fait, on peut manquer en tant que femme de ce positionnement-là, de cet ancrage dans le bassin et dans notre périnée. Donc, c'est vraiment les premiers chakras de base. Parce qu'on nous a éduqués à être dans l'amour, dans le cœur, d'en prendre soin de l'autre, dans toutes ces valeurs chrétiennes. Souvent, en tout cas en France, on est assez conditionné par l'Église, et ce qui a des valeurs très belles, mais on oublie aussi le positionnement et de penser à soi.
Et pour une mère qui donne complètement à ses enfants, au final, son réservoir à elle, il est complètement vide. Et donc, si elle n'a pas la capacité de dire non et de replacer le cadre pour respecter son espace, pour pouvoir se nourrir et être ensuite disponible pour son enfant, c'est là où on a des petits cafouillages aussi émotionnels, ou qu'il y a des burn-out maternels, parentaux. Et c'est j'ai la croyance en tout cas que ça permet aussi aux enfants de leur donner un modèle de parents qui arrivent à se positionner pour que eux aussi puissent se positionner plus tard et pas être tout le temps dans le oui, j'accepte tout, et donc on transmette encore ce code-là aux générations, quoi. Et du coup, est-ce que parce que je reparle toujours des hommes, hein, parce que voilà, est-ce que tu prends des couples en stage comme ça, ou tu fais que des cercles de femmes? Parce que je continue ma phrase, du coup je savais plus, mais j'avais envie quand même de continuer. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'imagine, qui sont des fois dans un éveil de conscience lors de leur maternité et qui font un gap du j'étais moi avant et maintenant c'est terminé, je veux changer. Et alors il y a des femmes qui sont pas du tout dans ce mood-là, qui le sont déjà avant et qui vont revalider des choses à chaque maternité. Et du coup, des fois, le conjoint que l'on a choisi à un moment X de sa vie ne suit pas forcément le même chemin que la femme qui évolue dans son corps, dans sa chair, dans son cœur, dans sa sexualité, à travers la maternité. Et des fois, c'est complexe aussi d'évoluer tout seul dans un chemin. Alors du coup, on me demande pas mal des fois, tu as envie de dire non, mais l'autre, voilà, c'est compliqué, quoi. Ouais. On demande souvent des accompagnements de couple. J'en fais pas pour l'instant, mais je sais que ça viendra un jour. J'accompagne durant la grossesse, mais bon, c'est le prétexte de l'accouchement et d'inviter le père à être vraiment présent, à prendre sa place. Et donc souvent, ça pose question aussi de la sexualité en postpartum, de voir comment on reprend l'intimité et la sexualité. Donc du coup, comment on peut avoir un autre type de sexualité, là où juste après l'accouchement, on n'a pas forcément envie de pénétration, on n'a pas forcément envie d'un truc hyper sauvage, mais plutôt une approche tantrique ou de slow sex. Donc déjà, c'est l'occasion. Donc je peux être mes supports de transition sur ce sujet-là en postpartum. Et après, de ce que j'observe, en tout cas de mon expérience aussi, je vois beaucoup de femmes, et je l'ai été, dans le moi j'évolue spirituellement, moi j'ai une autre conscience de mon corps, de la sexualité, de ce que je veux une sexualité sacrée, consciente, et puis mon homme il comprend rien, j'arrive pas vraiment à lui expliquer, à lui faire comprendre, et puis du coup on est vraiment à deux opposés, et puis il se passe plus rien, puis du coup la libido est plus trop là. Et en fait, c'est en se reconnectant à soi d'abord et à son corps et là où on en est et là où sont en fait nos blocages et notre volonté absolue de contrôle, qu'il peut se passer des choses et être un peu plus dans le côté femme initiatrice sans prendre non plus toute la responsabilité, et sinon on se remet une charge et on se remet du contrôle. Mais en tout cas, d'incarner un peu plus cette lenteur et ce côté slow sex. Et on peut souvent reprocher à l'homme, donc là je fais des grosses généralités de cas fréquents que je vois. Hein, je suis d'accord. Mais j'entends ce que tu peux dire sans le dire, mais évidemment, parce que la femme sauvage, elle existe aussi, et on peut aussi avoir une sexualité qui est extrêmement yang. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment cette sexualité qui est plus yin aussi. Donc il n'y a pas de il y a quand même des gros clichés, mais qui font quand même beaucoup le monde. Donc ça vient pas non plus de nulle part, hein, mais on peut très bien avoir ces deux polarités en chacun de soi, hein, que l'on soit féminin ou masculin, c'est ok. Et souvent, c'est c'est une partie tabou. Et donc, autant le yin, souvent les femmes ont envie à un moment donné d'être plus dans le yin, notamment après la naissance ou quand il y a selon les étapes de vie. Mais en fait, on va reprocher à l'homme de pas être très présent, de pas être très conscient comme on aimerait. En fait, c'est nous qui ne sommes pas là-dedans, parce qu'on est dans le contrôle, parce qu'on est dans le mental, parce qu'on voudrait que ce soit comme ci, comme ça. Et en fait, plus on incarne ces valeurs-là et qu'on ose lâcher prise et ralentir, proposer à l'homme de juste, même sans mettre trop de concepts et d'expliquer trop, ils n'ont pas forcément besoin de ça, mais juste de dire, ok, attends, ralentis, viens juste sans, comme ça, comme on est là, l'un dans l'autre. Attends, viens juste, on respire, peu importe pénétration ou pas. Et puis de se déconditionner aussi, que ça peut être peut-être autre chose que préliminaire, pénétration, éjaculation, et qu'il peut y avoir une autre version de la sexualité, d'oser discuter, mettre de la communication, dire rien que ça fait bouger les choses.
et lâcher les attentes de il faut qu'il bouge parce que moi j'ai compris, qu'il a rien compris. Ouais, lâcher les attentes. C'est vraiment, tu me l'as retiré de l'esprit, parce que je me disais, je vais le dire à un moment donné, donc tu l'as dit, mais c'est vraiment fondamental, quoi. On est tous dans des espèces de normes d'attente qui font que ça va que générer de la frustration. Hein. Ouais, c'est ça. L'autre élément, oui, c'est ce que tu disais aussi, de pouvoir incarner les différentes parts de soi et là où notre côté sauvage, enfin yang, Oui. peut être tabou chez nous. Et justement, dans certaines périodes de vie, notamment après l'accouchement, ça peut être, bah là maintenant je suis la mère, j'incarne l'archétype de la Vierge, de Marie, de la Sainte. Et donc du coup, être dans quelque chose de sexuel, d'être de nouveau femme, bah, c'est compliqué. Et donc de se réapproprier l'archétype de voilà la femme sexuelle, la femme qui ose ses désirs, la Marie-Madeleine, bah, c'est plus compliqué quoi. Oui, alors ça peut être même carrément, même c'est pas de nouveaux femmes, il y a des femmes aussi qui se découvrent dans leur féminité, dans leur toute puissance de la sexualité. Alors je dirais même pas assumée parce que ça veut rien dire, mais dans ce désir de sexualité sous cette forme-là, alors qu'on peut appeler sauvage ou yang, ou avec ce désir fulgurant et cette façon aussi de s'offrir avec comment dire, affirmation, je sais pas comment le dire. Il y a aussi beaucoup de femmes qui le découvrent après la maternité. Hein. Ouais. Parce qu'avant, il y avait une sexualité et le fait d'avoir donné la vie, ça non plus, tout le monde ne passe pas par là, mais c'est aussi possible. C'est ça. Et je vois aussi des femmes qui, après la naissance, et souvent des naissances qui ont été bien vécues, qui ont été voilà, dans cette puissance-là, dans se sentir actrice, ont pu me dire, bah, en fait, depuis l'accouchement, j'ai des Oui, orgasmes, alors qu'avant, je sentais absolument rien. C'est là où c'est la naissance peut être aussi carrément magique et révélatrice de notre puissance sensuelle et sexuelle. c'est ça, c'est vraiment initiatique, hein, Mm. complètement. Puis elle a aussi le côté de naissance orgasmique, de pouvoir voilà, coupler les deux et de cheminer, à être de plus en plus à l'aise avec son intimité, ou on l'est déjà, et du coup on peut aussi être dans des mouvements, un côté langoureux, de pouvoir aussi avec le compagnon ou la compagne s'embrasser, se toucher, être vraiment dans cette intimité proche de corps à corps et pas dans quelque chose de très médical et très froid. Et puis pour nourrir toute cette ocytocine qui est l'hormone de l'amour, du plaisir et qui donne des contractions, qui permet d'adopter ce bébé quand on le voit et de tomber amoureux de lui. C'est cette hormone-là aussi de l'orgasme, donc on peut aussi se toucher au niveau du sexe, au niveau du clitoris, on peut se toucher les seins, les masser ou le compagnon, enfin voilà. Il y a plein de choses qu'on peut s'autoriser à faire aussi, et ça c'est hyper tabou de ce côté-là de la naissance, quoi. Ouais, c'est bien, du coup, sur les réseaux, enfin, ça commence à parler aussi de toutes ces façons aussi d'envisager la naissance pour le bébé et l'accouchement pour la femme. Et ça permet aussi alors je l'ai pas vécu donc je peux pas en parler, mais c'est quelque chose qui me traverse l'esprit là en t'écoutant. Évidemment, quand il y a ces attouchements sur les seins, enfin sur les parties érogènes, alors quelles qu'elles soient, hein, parce que c'est pas forcément les parties génitales et la poitrine, mais ça permet aussi de faire le défocus sur la douleur aussi du déclenchement de l'accouchement, parce que c'est quand même ça peut être quand même assez présent, et du coup de mettre une partie de son cerveau à l'écoute de ces sensations-là, ça permet aussi de dézoomer sur cette douleur qui peut aussi envahir la maman au moment où elle va me mettre au monde, parce que si on ne fait que le focus sur la douleur, évidemment, ça va l'amplifier. Hein. Oui, et c'est tout le travail de la grossesse aussi, puis de se déconditionner de la douleur et de dire que l'accouchement peut être intense sans être douloureux ou sans être une souffrance en fait. En tout cas, Et du vécu coup, comme tel. Parce que même si c'est c'est ça. douloureux et souffrant, est-ce qu'on est obligé de le vivre comme douloureux et souffrant? Ce sont deux choses distinctes. Des fois, il y a quelque chose qui se passe et ok, c'est factuel, mais tu n'es pas obligé non plus d'appuyer dessus finalement. C'est ça.
y a cette différence entre douleur et souffrance, où la douleur, elle va être assez neutre, et la souffrance, on rajoute le côté psychologique et de souffrance mentale et de tout ce que, à quoi ça fait écho derrière à ce qui a pu être vécu en amont. Et là, du coup, je vois Céline de Même Mood qui dit libérer l'ocytocine. C'est clair que le fait d'être dans cette sensualité-là, comme ça fait sécréter l'ocytocine, c'est l'hormone de plaisir qui va faire switcher aussi le mental et permettre aux endorphines de se créer, qui sont des hormones anti-douleur par excellence, c'est de la morphine pure dans le corps. Et c'est l'hormone principale, enfin c'est une péridurale naturelle qu'on a dans le corps. Et donc plus on se laisse aller, on est dans cette sensualité, ou même être seul dans un coin et en osant dire que personne ne me touche et je reste avec mes boules caisses et puis mon masque sur les yeux dans le noir, ça peut être très bien aussi. En tout cas, ça permet de libérer les endorphines, d'être encore plus dans un état de conscience modifié, comme l'état de l'orgasme aussi, et d'avoir encore plus de cytocine. Et c'est une montée un cercle vertueux d'hormones, quoi. Et où l'accouchement peut être vécu comme intense, puissant, mais pas douloureux. Ouais. Ça peut aller jusque-là, voire orgasmique, voire transcendant, une expérience des femmes qui ont des visions, qui ont vraiment des expériences. Moi, j'en ai eu une comme ça, et c'est vrai que voilà, c'est fou. Et du coup, je fais un petit coucou à Céline, qui est mon amie de Mahmoud. Voilà, conseillère en lactation, avec lequel j'ai fait un live sur l'allaitement maternel. Donc voilà, vous pouvez regarder ça sur YouTube. Et du coup, voyage en terre de naissance, il y a marqué quoi, la douleur? Je suis désolée, j'avais du mal à lire. Étant un stimuli, c'est ça, qui permet de libérer. J'arrive pas à lire. Qui permet de libérer le cocktail hormonal. Hormonal, ok, cool. Ouais, c'est clair. Après, moi, j'avais pas toute cette notion-là au moment où j'accouchais. Bon, c'était il y a très longtemps, hein, il y a 31 ans. Mais j'ai vécu quand même des expériences exceptionnelles. Donc, je sais que voilà, c'était de cet ordre-là. Et je n'ai aucun souvenir de douleur, en fait. Et donc, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de drama autour de la naissance de mes enfants. Et pourtant, bien sûr qu'il y a eu de la douleur. Mais cette empreinte-là, elle n'est pas chez moi, en fait. C'est sacralisé, en fait. Tu vois, c'est quelque chose qui a été. C'est même pas une espèce de résignation ou de se dire de toute façon on va souffrir, donc c'est ok. J'ai aucune mémoire de ça, en fait. Et pourtant, je sais qu'il y a eu de la douleur. Évidemment, je me rappelle de ce bassin qui s'ouvre quand même. C'est une sensation tellement incroyable. C'est pas une douleur de règle. Hein. C'est vraiment quelque chose de très très singulier quand même. Hein. Et qui se compare à rien finalement, de ce que j'ai pu connaître en tout cas, parce que j'ai pas une expérience de douleur non plus. Hein, il y a des gens qui vivent aussi des choses dans leur chair qui est vraiment. Ils ont un référentiel, moi ce n'était pas du tout mon cas. Mais du coup, pareil, pour couper avec le mental, c'est intéressant aussi de voir des fois quand on fait des préparations à l'accouchement et qu'on est trop informé de choses, on va aussi nourrir aussi beaucoup de drama autour de choses que le corps va pas du tout interpréter de la même façon quand il est dans le vécu. Donc on voit bien la distinction entre ce qu'on peut apprendre, comprendre, intellectualiser et vouloir faire, et la réalité de ce que notre corps va nous enseigner finalement. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la préparation à la naissance, c'est travailler sur les croyances, sur les peurs et tout le déconditionnement. Et moi, j'aime bien justement passer par le corps pour ancrer certaines notions dans le corps de comment je lâche prise, comment j'arrive à sentir à l'intérieur, à quel endroit j'arrive à mettre de la détente, à respirer dans ma hanche, parce que c'est là où ça tiraille un peu. Parce que le jour J, toutes les techniques qu'on a apprises avec le mental ne sont plus utilisables parce que le mental n'est plus là. Donc tout ce qui est passé par le corps, qu'on a vraiment ancré, ou alors on fait de la sophrologie, on l'a fait nombreuses fois durant la grossesse, un outil qu'on maîtrisait peut-être même avant. Là, c'est un intérêt sur le moment, mais si on a fait une séance de sophro puis une séance d'hypnose durant la grossesse, c'était agréable durant la grossesse, ça a peut-être pu libérer des choses à ce moment-là, mais c'est pas ça qui va être utile le jour J, quoi. On ne pourra pas l'utiliser en autonomie, quoi. C'est se vraiment reconnecter à ce corps tu as toute cette connaissance et cette puissance et on est vraiment à son service dans ce moment-là. C'est ça. Alors, je peux parler de mon
Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, parle-nous de ce que tu fais, parce que voilà. Après, ceux qui sont sur la région PACA, donc le 20 mai, on va se retrouver tous les deux, mais c'était pas le but. Mais bon, ça existe aussi. Donc ce sera aussi l'occasion de te rencontrer, c'est ça que je veux dire, et, euh, Oui. et d'être en direct évidemment de ce que tu as à proposer. Le 20 mai. Oui, donc le 20 mai, voilà, il y a le salon Mama Terra à la Roquette-sur-Sienne, il y a toute la journée autour de la naissance, de la grossesse, de la maternité, de l'allaitement. Et puis, on se retrouvera aussi au salon Mom Mood pour la semaine mondiale de l'allaitement grâce à Céline. Donc ça, c'est en octobre à Nice. Et puis, là, je propose une fois par mois des cercles de femmes, donc j'en ai un demain soir, hein, sur différents sujets autour de la féminité, de l'intimité, puis des fois à thème libre, voilà. Des ateliers tantra femmes sur des journées ou demi-journées ou retraites. Et puis après les rendez-vous individuels ou des soirées bozo, des accompagnements voilà, plus en rituel. Et donc les consultations, c'est aussi bien durant la grossesse que en gynécologie holistique, que pour aller libérer des choses au niveau de la sexualité ou du périnée. Et donc moi, ce que j'ai toujours utilisé comme conscience du périnée, c'est l'eutonie, donc ce que je décrivais, la méthode corporelle, que je guide voilà, en séance individuelle. Et puis, il y a des femmes qui m'ont dit, mais en fait, j'aimerais bien avoir des audios de ce que tu fais pour poursuivre chez moi. Parce que le but, c'est que les femmes soient autonomes. Mais des fois, dans la vie quotidienne, on oublie un peu de prendre du temps. C'est pas facile de se rappeler forcément de tout l'exercice, de se le guider soi-même. Oui. Donc du coup, je me suis dit, bah ok, c'est une bonne idée. Un jour, je ferai un programme en guidant toutes les pratiques à l'audio, à l'oral. Et puis là, j'ai osé le faire, peut-être 2 ans après qu'on m'en ait parlé. Et donc c'est un programme d'accompagnement. On a accès à toutes les vidéos et les audios pendant 1 an. Okay. Donc qui s'appelle Périnée vivant pour explorer chez soi. Il y a 4 chapitres. La partie femme enracinée, vraiment conscientiser la structure du bassin, le périnée, mettre de la conscience. Puis femme debout, comment je suis en étant debout, comment je suis aussi avec mon diaphragme, ma respiration, comment j'inclus le périnée dans le reste du corps. Ensuite, c'est femme en mouvement. Donc là, on vient vraiment tout mettre en lien. Il y a un petit peu de danse, beaucoup de mobilisation de la colonne. J'ai des expériences à chaque fois de 10-30 minutes qu'on peut facilement faire chez soi dans la vie qui court vite. Et puis, le dernier chapitre, c'est femmes conscientes. Ça ouvre un peu plus sur comment je me sens avec mon intime, comment j'ose regarder, toucher, voilà, vraiment très en douceur. Et je propose 5 lives pour partager ensemble, vraiment en mode cercle de femmes. Et là, je suis étonnée de voir à quel point c'est un vrai cercle où les femmes osent se déposer en vulnérabilité, en authenticité, et même des libérations voilà, qui peuvent se faire dans la parole en groupe, même à distance. Et puis moi, je proposais en plus un thème pour ouvrir un peu plus, plus largement. Du coup, souvent les questions, c'est sur la sexualité. Et ramener un exercice corporel en plus, par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est que il n'y a pas de réussite ou pas. L'exercice, enfin l'expérience, c'est une expérience. Chacune va la vivre à sa façon. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Et j'ai fait en audio exprès pour ne pas être tentée de reproduire des mouvements que moi je ferais. Parce qu'on a chacune notre propre mouvement. Et puis d'un jour à l'autre, le corps il va pas vouloir exprimer la même chose. Et donc c'est un programme qui s'adresse autant à des femmes qui ont vécu ou qui vivent encore du vaginisme, des douleurs, des fuites urinaires, voilà, vraiment des problématiques au niveau du périnée, que voilà un syndrome prémenstruel, de l'endométriose, ou voilà un SOPK, des choses vraiment plus des fois chroniques qui sont là au niveau de l'utérus, des ovaires. Que juste simplement remettre de la conscience dans cette zone-là après un enfantement ou pour avoir une sexualité plus épanouie. Voilà, c'est assez large. Il n'y a pas de limite d'âge. Oui, c'est ce que j'allais dire. En t'écoutant, ça me paraissait évident. Tu vois, je pensais aussi à ces femmes préménopausées ou justement les femmes ménopausées aussi. Enfin, à mon sens, mettre de la sexualité au cœur de notre corps et de notre vie, c'est quelle qu'elle soit du reste, hein, qu'elle soit accompagnée ou en solo, je trouve que c'est quand même chouette de pouvoir avoir un guide aussi, un espace de parole aussi pour pouvoir, voilà, pour pouvoir partager, c'est vraiment important.
C'est ça. Et là, il y a un couple, enfin un duo mère-fille justement. Et c'est assez génial de voir comment elles évoluent ensemble et puis le partage d'expériences. Et voilà, en fait, ça demande pas grand-chose, juste d'avoir son téléphone ou l'ordinateur pour écouter les audios, son tapis de yoga, et puis parfois quelques balles de tennis ou voilà un ballon, les gros ballons là de pilates. Et puis on pratique à son rythme. Il y a aussi des méditations. Et je fais un atelier découverte le 2 mai en ligne. Et le programme commence le 9 mai. Donc, c'est un groupe fermé pour pouvoir avoir cette idée de cercle de femmes. Puis, je rouvrirai un autre groupe peut-être en septembre. Voilà. Et du coup, le programme, Alexandra, ça commence le 9 mai. Et ça dure combien de temps? Donc, il y a 4 mois d'accompagnement en groupe. Et après, il y a 1 an en tout pour explorer à son rythme. Et moi, je reste disponible. Il y a un groupe WhatsApp aussi pour échanger. Voilà, je pense que le format il sera amené à changer, mais j'ai voulu commencer comme ça. C'est clair, ça évolue de toute façon un programme. C'est ça. Ça va évoluer avec le feedback de toutes les personnes qui seront inscrites et ça va être enrichi voilà, de la richesse justement de chacune. C'est ça qui est chouette. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup. Alors il y a quelqu'un qui dit super ce live, merci beaucoup. Merci. Et moi je me réjouis de te découvrir en vrai et te rencontrer. Oui. Voilà. Oui. On a peut-être des choses communes, tu vois, à faire ensemble à un moment donné dans nos participations, j'allais dire, voilà, pour œuvrer pour toutes ces âmes qui nous demandent du soutien et de l'aide. Bravo les filles, merci Céline. Merci. Et voilà, même toutes les trois, on peut faire des trucs ensemble, c'est clair. Et voilà, bah écoute, merci pour tout. Alors, je mets, pour ceux qui ne le savent pas, ce live-là en IGTV, et puis je l'upload après et je le mets sur la chaîne YouTube que j'ai créée. Et du coup, je vais aller chercher tous tes petits liens. Si tu veux mettre d'autres choses en message privé, tu veux que je rajoute. Mais en général, je mets le site web, le Facebook, l'Instagram. Tu vois, s'il y a un bouquin, je mets le livre d'eux, etc. Et comme ça, les gens sont autonomes. Ils vont aller te chercher chez moi. Et puis Merci beaucoup. je t'en prie, Alexandra. Et merci à tous d'avoir été là. Et puis, si vous voulez poser des questions, vous pouvez sous le live. Et puis, on y répondra. À chaque fois, je te taguerai s'il y a des gens qui parlent de toi. Comme ça, tu seras au courant. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne soirée à tous. Merci, Alexandra. Merci. À bientôt.